いは常に命がけということだ。さあ来いアルゴル。このドラゴンの右の剣はまだ生きている。Shiryu du dragon. Et voici la vidéo autour de Shiryu. Alors on peut dire aussi Shiryu, mais je vais garder à l'ancienne Shiryu. Une vidéo, alors pas non plus évidente à rédiger tellement il y a de choses à dire. Il est le premier personnage finalement à se ranger aux côtés de Seiya, peu après leur affrontement dantesque. Ce qui a fasciné les spectateurs et les lecteurs chez ce personnage, c'est son abnégation sans faille égalant celle de Seiya. C'est d'ailleurs le seul compagnon qu'affrontera Seiya parmi ses adversaires. Là où dans Ring Nikakelo, Ryuji affrontait tous ses futurs camarades. Probablement que Masami Kurumada a voulu esquiver ce type de scénario assez convenu. Rattaché à la constellation du dragon, Shiryu ne pouvait être qu'un personnage altruiste, bon et sous couvert d'un grand esprit de sacrifice. Le personnage de Ryuma dans la série Sholato dispose des mêmes attributs et ce n'est pas un hasard. D'où viennent les origines de son nom? Shiryu signifiant dragon violet, Masami Kurumada avait entendu dire que la masse d'eau s'écoulant à la cascade de Lushan ressemblait à s'y méprendre à un dragon violet. Par rapport à l'entraînement rude de Shiryu, où il inverse la cascade de Rosanne, cette anecdote prend tout son sens. Autre particularité, Shiryu a une petite amie désignée, alors que pour les autres héros, c'est plus délicat, même si l'anime a tout fait pour caser Yoga avec Eri Aizawa et plus tard Freya. Concernant les affrontements, c'est d'ailleurs ce qui se passera dans le jeu sur Famicom, où Seiya doit enchaîner les affrontements et donc ainsi vaincre Shiryu, Yoga et Shun. 私の右の剣は左の盾と同等の強度を持っている。このドラゴンのクロスはいわば最強の剣と最強の盾を兼ね備えているのだ。 Shiryu dispose de deux attributs au même titre que l'histoire qui le font surclasser les autres bronzes, la puissance de son poing et son bouclier. Alors concernant la puissance de son poing par rapport aux autres, c'est très clairement une aptitude qui ne sera plus mise en avant dans les autres combats. Il utilise cette technique du dragon, d'accord, mais on n'a pas vraiment l'impression que c'est lui qui frappe le plus fort. Et bizarrement, quand on regarde les statistiques du Taizen, il est à 4 sur 5, alors que Seiya, Yoga et Ikki sont à 5. Concernant sa clause, on peut d'ailleurs y indiquer que celle-ci a subi quelques petites modifications lors d'une illustration de Masami Kurumada, indiquant alors les bronzes saintes. Quant à son bouclier, si quelques personnes ont cet attribut, notamment Yoga ou encore Moses, oui, Moses avait un bouclier, rappelons-le, celui de Shiryu dispose d'une belle renommée et est souvent mis en valeur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce bouclier ne sera pas de nombreuses fois égratigné. Un nombre restreint de personnages y arriveront, fort heureusement, dans le manga. Du côté du staff de l'anime, c'est Eisaku Inoue qui avait révélé avoir éprouvé quelques difficultés à animer les cheveux de Shiryu. Après son combat cultissime face à Seiya, un gimmick va se créer autour de Shiryu, car au fond, Masami Kurumada jugera qu'il est bien plus intéressant pour lui de voir Shiryu malmené sur des combats difficiles, face à de redoutables antagonistes, plutôt que de le voir triompher trop facilement, chose qu'on verra un peu trop souvent avec Yoga au début du manga. Et par ailleurs, le dragon étant amené à se sacrifier par rapport à l'image orientale, effectuer des combats trop faciles, ça ne rimerait à rien en fait. Une des raisons pourquoi Shiryu a bien souvent des combats très difficiles. Du coup, les gros morceaux de la bande, c'est chez Shiryu qu'ils atterriront. Et oui, c'est un peu injuste car en effet, le Black Swan et Black Andromeda, ils font pas le figure par rapport au Black Dragon, qui est sans nul doute possible le plus coriace de la bande. Et Shiryu devra mettre sa vie en jeu, et ce, dans un combat bien sanglant. Alors, sanglant, et oui, une autre spécificité, c'est que Shiryu s'est entraîné en Chine, son choix martial est tout trouvé, et ce, en rapport à la grande renommée de Bruce Lee. Et quel était le manga le plus marché à ce moment-là? C'était Octonoken. Et alors là, je laisse la parole à un spécialiste, à savoir... Bonjour à tous, je suis Rosan Shoryuken. Alors non, juste non. Je suis Guillaume Lopez, auteur de la chaîne Octonoken, mais je suis surtout extrêmement reconnaissant pour l'invitation sur la chaîne Nébulaire. Merci. Aujourd'hui, on parle d'un personnage que j'aime particulièrement, à savoir notre chevalier d'Athéna, Shiryu, qui utilise non seulement le cosmos, mais aussi une belle ribambelle de techniques d'arts martiaux. Et particulièrement celle qu'on peut apercevoir contre Black Dragon, dès la fin de l'épisode 12 avec une belle scène de corps à corps qui sera reprise dans le début de l'épisode suivant. C'est ainsi que dès l'épisode 13, nous entrons dans le vif du sujet avec un combat des plus sanglants. Évidemment, le fan d'Octonoken en moi fait qu'il s'agit d'un de mes épisodes préférés.
Sento Seiya a cette particularité de renvoyer l'image du groupe de héros aux séries de tokusatsu, les séries live japonaises à effets spéciaux, et ici particulièrement aux Super Sentai, des escadrons de héros colorés, tels Goranger, Jetman, Liveman, Maskman, Bioman, Truckman. Mais la particularité, c'est que ces héros utilisent des arts martiaux et autres techniques magiques, puis bien souvent le Ranger vert est le second du héros. Ce sont des codes qui font sens avec nos chevaliers de bronze donc. D'ailleurs, c'est quelque chose qui sera mis bien plus en avant dans l'anime que dans le manga, que j'adore, mais disons que notre cher Masami Kurumada n'a pas cette intention, ou capacité, de dessiner des combats avec des arts martiaux, privilégiant les attaques magiques. Merci donc au staff derrière l'anime de Sento Seiya, qui décidera de créer des scènes de combat inédites. Et donc, revenons à notre cher chevalier du dragon. Les techniques au corps à corps de Shiryu renvoient aux arts martiaux chinois, et c'est là que la comparaison avec notre héros de la série Hokuto no Ken entre en jeu. Pour faire court, c'est l'histoire de Kenshiro, le héros qui est, entre autres, un mélange de Mad Max et Bruce Lee, qui se bat contre bon nombre de tyrans dans un monde post-apocalyptique. Pour cela, Kenshiro utilise la technique du Hokuto Shinken, qui consiste à appuyer sur les points vitaux de son adversaire pour le faire imploser, mais qui peut également soigner. Toki, le frère du héros, en fera sa spécialité. C'est dans l'école du Hokuto que notre héros apprendra cette technique d'assassin. Cependant, il existe une école d'arts martiaux rivale, qui utilise des techniques opposées à celles du Hokuto, et qui se nomme le Nanto Seiken, qui, elle, enseigne différentes techniques qui tranchent les corps à l'aide de leurs différents membres, les pieds, les mains, mais aussi les doigts. Et c'est là que certaines comparaisons prennent tout leur sens. Tout d'abord, l'armure du chevalier du dragon qu'il retire grâce à sa Cosmo-énergie, restant souvent torse nu face à ses adversaires, peut très bien s'apparenter au gimmick de Kenshiro, qui lui, fait également exploser sa veste en cuir avec la force de ses muscles. Et croyez-moi, Kenshiro a toute une garde-robe qu'il n'hésitera pas à utiliser. Maintenant, allons directement à la fin du combat contre Hankoku Dragon. Devenu alors une éponge de sang dégoulinante, notre chevalier d'Athéna est sur le point d'être terrassé par son antagoniste. Celui-ci tend le doigt et transperce le corps de Shiryu. On retrouve une scène similaire avec Kenshiro contre son ennemi juré, Shin, qui n'hésite pas à dessiner la constellation de la Grande Ourse sur le torse de notre héros. Sauf que là où Shin n'a pas l'intention de faire des guillis, le dragon noir, lui, utilisera son doigt pour arrêter l'hémorragie. Qu'on soit clair, ce ne sont ni Hokuto no Ken ni Sento Seiya qui ont inventé la technique des points vitaux. Vous pouvez retrouver bon nombre de références, comme dans Warriors 2, réalisé par Sammo Hung en 78, ou encore des doigts qui transpercent, comme dans The Chinese Boxer de Jimmy Wang Yu en 1970. Autre chose, et je m'arrêterai là pour les comparaisons, Shiryu sera ce genre de personnage qui n'hésitera pas à se transpercer les yeux pour vaincre son adversaire. C'est quelque chose qu'on retrouve également avec le personnage de Shu dans Hokuto no Ken, maître du Nanto Hakuroken, qui n'hésite pas à éteindre sa lumière pour sauver notre héros. Encore une fois, nous retrouvons ce genre de sacrifice dans bon nombre de films d'arts martiaux, notamment dans un film de Wu Chapian, La Rage du Tigre, réalisé par Chang Che en 1971, où le héros n'hésitera pas à s'arracher un membre pour marquer sa défaite. Ah, les films d'arts martiaux, qu'est-ce que j'aime ça! Bon, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Merci encore, Sharunaku, pour l'invitation. Ciao! Un grand merci à Guillaume Lopez pour sa participation et pour avoir accepté cette invitation. Comme vous pouvez le voir, il a un excellent accent de japonais, contrairement à moi. Surtout, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne Hokuto no Run, vous ne serez pas déçus du résultat. どこにも逃げ道はないぞ。お前はそう、あいにくと両目が不自由でね。だがそのおかげで余計な幻覚などを見ずに済むが。そうか、それで分かったよ。Quand on regarde de plus près les autres mangas de Masami Kurumada, Shiryu n'est pas tout à fait un personnage original. Par exemple, il y a Nero dans le manga Fuma no Kojiro, un chevalier du chaos qui pouvait créer un dragon de feu, ou bien, chez les héros, tout simplement Ryuma, que l'on appela le dragon borgne. Mais, à bien y réfléchir, et ce physiquement, Shiryu semble aussi trouver son inspiration à travers les frères jumeaux du manga Otoko Ozaka. Dans ce manga, on pouvait y faire la connaissance de deux frères, Ranmaru Asusa, le mauvais, et Ranmaru Asusa, le bon. Rappelons qu'Otoko Ozaka est un manga qui n'a pas rencontré son succès à l'époque, et qui fut la source d'une grande déception chez le mangaka. Dans Rin Nikakero, ce n'est pas sur le plan physique, mais au niveau des valeurs, Shiryu pourrait bien faire écho à Shinatora Kazuki, un élève d'un grand maître de kendo qui s'est reconverti dans la boxe. Et dans les œuvres qui succédèrent à Saint Seiya, Oko du tigre dans Silent Night Show ou bien Lon du dragon dans Betix sont les légitimes héritiers du style de personne qu'est Shiryu. このドラゴンの盾は最強を誇る。メドーサの威力も通用しなかったのだぞ。ギルカールゴル。
La clause de Shiryu dans le manga était d'ailleurs la plus populaire, et ça tombe bien car elle sera légèrement refaite dans le manga à l'occasion de sa réparation chez Muu. Bien sûr, les changements sont bien plus subtils en comparaison de ceux apportés à la clause de Seiya, qui hérite de véritables jambières par exemple. Avec Seiya, c'est le seul qui aura plus de versions d'armure que les 3 autres héros. Pas étonnant vu que, à la fin du tome 3, on constate qu'il est initialement au sommet du classement de popularité. En parlant de sa clause, lorsque les corbeaux de Jamian font surface, Shiryu détache son bouclier tel un Captain America, quelque chose que nous ne verrons jamais dans l'anime d'ailleurs. Dans le format TV, j'aime profondément la Early Clause de Shiryu, qui est sans doute ma favorite des 5. La Early Clause, c'est ce que nomment les fans V1 en fait. ラスアルクール・ゴルゴニオでさえ致命傷にならんとは。ドラゴンのクロスなんて強力なんだ。 Oui, le combat est merveilleux et probablement l'un des meilleurs de cette période. Le sens du sacrifice de Shiryu va bien loin cette fois-ci, et une des caractéristiques du personnage va découler de ce combat, les problèmes de vue. Cela permettra de donner une dimension plus spirituelle au personnage aveugle, moins abusé par les apparences et qui devra développer ses autres sens pour sauver ses compagnons, notamment dans la maison des Gémeaux. Cette caractéristique avait déjà été développée par un personnage aveugle du clan Yasha, à savoir Anki Démon de l'ombre dans Kojiro. Ce qui marche avec Shiryu, ce sont véritablement les personnages ne disposant pas d'un sens de l'honneur. Ainsi, Deathmask joue parfaitement bien son rôle d'antagoniste envers le Saint du Dragon, tant il représente tout ce que n'est pas notre héros. Et à contrario, Shura, lui, se rapproche sensiblement de Shiryu par un sens de la droiture, tout du moins bien plus mis en avant dans l'anime, et constitue un obstacle terriblement poignant. Un combat qui deviendra très populaire, puisque Masahiko Hamada réédicivera avec Krishna. Dans la partie Asgard, on a exactement la même confrontation que dans le sanctuaire autour d'Alberic, qui est un fiefé salopard, pour ensuite affronter le noble Siegfried. 何度同じ技を繰り出したと思うのだ。アメジストシールドなどとっくに見切っていた。何？ネイチャーユニティとアメジストシールド。2つの技は同時には打てまい。 Ce combat mettra en avant le côté stratège des deux adversaires, et cela nous fera du bien de comprendre que Shiryu est le plus intelligent et mature de son groupe, comme Alberic pour le sien, mais lui était vraiment machiavélique par contre. Shiryu face à Fenrir, lui, c'est bien plus original, il faut bien le reconnaître. Hélas, et c'est un des problèmes avec cet épisode 80, scénarisé par Takao Koyama, c'est que Shiryu y apparaît bien trop moralisateur envers Fenrir. Rappelons que celui-ci a été abandonné de tous, alors que Shiryu, lui, vivait entouré de compagnons d'infortune au sein de la Fondation Grade, et surtout, il a eu la chance de s'entraîner auprès d'un maître bienveillant et de la douce Shunrai. Shiryu! Shiryu! Shiryu yo! Kisama to iu otoko wa... Quand on parle d'âge d'or du personnage, on devrait avant toute chose penser à la série Asgard. Aujourd'hui, les choses ont bien bougé, mais pourquoi Shiryu est aussi important dans l'arc Asgard? Eh bien, tout simplement parce que c'est le personnage favori de Kikuchi Kazuhito, le réalisateur en chef des parties Asgard et Poséidon. Et hélas, c'est avec la partie Poséidon où deux drames vont s'abattre sur Shiryu. Le premier, c'est qu'il perd à nouveau partiellement la vue. Le second, et le plus dramatique, c'est que Masahiko Hamada semble avoir fait le tour de ce personnage. Oui, en effet, face à Krishna, où il perd encore la vue donc, eh bien ça sonnera la fin de son âge d'or, enfin presque. Car dans le manga, Shiryu est le seul bronze à participer à la bataille du Junikyu, alors que Seiya, lui, est rejeté par Mu. Et Yogaishun arrive bien tardivement. En revanche, Shiryu jouera un rôle décisif lors de l'Athena Exclamation. Sa seule présence désavantagera Saga, Shura et Camus. Un magnifique exploit largement amoindri dans l'adaptation, puisque là, ce sont les 4 bronzes qui s'y collent quoi.
Malheureusement, après ce coup d'éclat, Shiryu sera relégué au second plan avec Hyuga, un duo qui s'est constitué au fur et à mesure car tous deux ayant été entraînés par deux Gold-San talentueux. Le rapprochement ne pouvait que se faire fort logiquement, depuis la confrontation face à Poséidon. Shiryu n'aura pas de grand combat notable, si ce n'est face aux 3 lieutenants de Radamante. Oui, ils sont 3 pour corser la difficulté. Il aurait été étrange de voir Hyuga galérer sur un juge et Shiryu sur un seul lieutenant par exemple. Le personnage reste fidèle à lui-même et met en pratique l'arcane ultime de son maître. Il acquiert les 100 dragons de Rosanne à la fin du manga. Et hélas, si personne n'est dupe sur ce délaissement autour de Hyuga et Shiryu, c'est exactement ce qui se passera sur le 5e film où Shiryu n'aura hélas guère un grand rôle, mais cela peut s'expliquer sur une raison bien plus humaine. Suzuoki Hirotaka était en très mauvaise santé et il se chuchote en interne que cela aurait été une des raisons pourquoi ce personnage est mis en retrait, alors que dans les 4 premiers films, Shiryu était sans cesse mis en avant. Je reviendrai sur les 4 autres films après. Hirotaka décédera des suites d'un cancer 2 ans après la sortie de Tenkai. Sur la série TV, oui, il y a eu des fillers, et l'un des scénaristes les plus prolifiques de la série, à savoir Yoshiyuki Suga, indiquera que son travail à l'avoir le plus marqué est l'épisode 33, ce qui introduisait Oko, l'ancien disciple de Doko. Ce rival, quoique malchanceux de Shiryu, marquera les esprits, et d'ailleurs le nom de Oko sera utilisé sur Oko du Tigre dans Silent Night Show, un personnage qui ressemblera beaucoup au style de Shiryu d'ailleurs. Dans Bet X, Ron ou Lon du dragon reprendra le style graphique du personnage de Shiryu avec une coupe de cheveux volumineuse. Hirotaka Suzuoki, contrairement à Trofoya, il n'a pas passé de casting pour le rôle de Shiryu. L'acteur avait gardé de très bons souvenirs sur l'ensemble des scènes entre Shiryu et son vieux maître. Impossible aussi de ne pas souligner sa très belle amitié avec le comédien Kaneto Shiozawa. Selon Hirotaka, Kaneto avait construit le personnage de Mu. Les deux hommes ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur les quelques scènes où Shiryu et Mu étaient présents. D'ailleurs, il y a un clin d'œil au personnage de Shiryu dans Dragon Ball Z et dans Dragon Ball GT. Oui, car Tenshin Han, incarné donc par Hirotaka, s'entraîne à inverser le courant d'une cascade. Pour boucler la boucle avec Dragon Ball Z, l'adieu de Tenshin Han dans Dragon Ball GT se fait à travers une cascade. Dans les films, comme je vous l'indiquais, Shiryu est très bien mis en valeur. Dans le premier, là encore, il se heurte à un gros morceau du groupe adverse, faisant bien sûr écho à son combat face au Black Dragon. Dans le second, eh bien Shiryu n'aurait-il pas volé la vedette à Seiya ? Car oui, sur la pochette du laserdisc du film, c'est Shiryu et Hyuga que nous voyons et non Seiya ou Derbal. Il s'agit pour beaucoup du combat du film, où Shiryu est contraint d'affronter son ami Hyuga, hélas manipulé par le grand prêtre d'Asgard. Le combat est réellement original dans son développement, et la façon dont Shiryu esquive au premier abord les coups de Midgard, la gestion des caméras est belle. Je pense que je reparlerai un jour de ce combat sur une vidéo à part. Quoi qu'il en soit, acculé, Shiryu triomphe bien que difficilement. Le combat étant assez important, il n'y aura pas de retour du dragon dans l'intrigue pour contrer le terrible Derbal. Dans Abel, Shigeyasu Yamauchi offre un rôle clé à Shiryu lors de l'abandon d'Athéna. La réflexion est de mise et on peut même avancer que c'est Shiryu qui a les meilleurs dialogues. En plus de quoi, Doko lui donne là quelques éléments sur Abel. Mais le truc qui frappe dans ce film, c'est que contrairement à Hyuga, Shun et Ikki, eh bien Shiryu est le seul du groupe, hormis Seiya bien évidemment, à savoir comment sauver Athéna, et ce grâce à Death Mask lors d'un combat biaisé, car Shiryu voulait trouver des solutions et en trouvera au Yomotsu Arasaka, et on constate avec plaisir que Shiryu est un fin stratège, manipulateur quand il faut, malgré son côté rigide comme lui signale son maître.
On pourra s'étonner de voir néanmoins Shiryu triompher si facilement de son ancien adversaire. D'ailleurs, le Gold Saint du cancer nous indique très clairement que le Rosan Shoryuha qu'il encaisse la seconde fois n'a rien à voir avec le premier. Bref, Shiryu se retient sur ce coup-ci. A l'instar d'Iki, il se fait terrasser en lâche, mais a le droit de participer à la magnifique défaite d'Atlas. On peut même aussi rappeler que Shiryu est également le seul avec Seiya à avoir encore la force d'attaquer le centre de la carène lorsqu'ils arrivent au temple de Corona. Bien que Lucifer ne soit pas un film très apprécié, Shiryu est tellement populaire qu'au fond, eh bien un adversaire ne lui suffit plus. Il affronte ainsi 2 anges à la fois. C'était vraiment l'âge d'or du personnage à son paroxysme. Car Shiryu est incontestablement le saint à le plus briller dans ce film. Il est terrassé par Belzébuth, d'accord, mais revient à la charge lui. Quant à son combat face à Astaroth, il le vainc assez rapidement et sans trop de casse contrairement à Yoga. Le film Sanctuary, lui, était amusant et renverse un gimmick bien connu de tous, à savoir que Shiryu y apparaît bien plus avec sa cloche, et ce, dans les moments où il n'est pas supposé la voir. Une façon amusante de contourner ce petit gimmick. D'ailleurs, dans Next Dimension, Doko souligne son côté rigide. La sagesse et la culture du vieux Doko se reflètent souvent sur Shiryu qui hérite du rôle de grand intello du groupe. C'est extrêmement subtil et sans lourdeur dans l'anime et le manga, mais dans l'adaptation de film 3D, on tente de donner à Shiryu un rôle équivalent au Schtroumpf à lunettes. Ouais. En parlant de gimmick, on peut d'ailleurs noter que Shigeyasu Yamauchi, dans ses films, met systématiquement le dos de Shiryu en évidence, montrant alors son tatouage. Et il tombe quasi tout le temps dans une flaque d'eau avec le dos en évidence et le tatouage qui s'efface. Ce sont de petits rituels des films car en fait, dans l'anime, cela n'arrive jamais. Comme pour Shun qui se fait systématiquement sauver par son frère dans l'histoire originale. Ce sont des facilités de scénario que les japonais aiment mais qui ne plaisent pas à tous les fans. Un peu dans le même style que Piccolo qui sauve Gohan dans les premiers films de Dragon Ball Z. Yamauchi aime instaurer des codes de narration stables avec son public, des sortes de clins d'œil ou de rendez-vous. Dans ces techniques, il y a quelques petites nuances à indiquer, car la version française avait fait l'impasse sur l'une d'entre elles. En effet, nous avons la technique la plus connue, à savoir le qui éjecte l'adversaire. Il s'agit d'un très bon uppercut si on voulait schématiser. Baptisé la colère du dragon dans notre bonne vieille VF. Par la colère du dragon. Mais, plus rare, nous avons le technique où le dragon ne s'élève pas vers le ciel mais continue d'attaquer, technique utilisée face à des guerriers squelettes. Son utilisation est bien plus rare mais elle est facilement repérable, notamment face à Krishna ou Sylphide. Dommage que la VF d'époque ne soit pas dans la subtilité. Bien sûr, la technique interdite du Rosan Shoryuha, découverte fortuitement par Shiryu lors de son entraînement, et enfin Excalibur, bien sûr. On pourra revenir sur l'ultime leçon que donne Doko à son jeune disciple à travers les 1000 dragons de Rosan qui déchaînent sur Sion. Les OAV feront le rajout intéressant de faire dire à Doko de bien regarder la technique pour l'apprendre. Shiryu, ok, est aveugle, mais on dira qu'il voit avec son 7e sens. Masami Kurumada réintroduira cette belle technique des 1000 dragons à un moment inattendu face au lieutenant de Radamante. Le saint du dragon ne passe pas inaperçu dans la série TV, car de nombreux combats cultes lui sont attribués. Que cela soit face à Algol, le saint de Persée, ou Shura du Capricorne, ces deux combats ne laissent personne indifférent, pas plus que face au sadique Albéric. Avec de tels combats, une telle popularité, il reste assez étonnant de constater que Masami Kurumada mettra sur la paille quelque temps ce personnage dans Next Dimension. Dans Next Dimension, il est par exemple introduit plus tardivement que Shun, et donc Shiryu arrive à partir du tome 7. À ce moment-là, Shiryu vit une vie rangée aux côtés de Shunrai et de son fils adoptif, Shoryu. Yoga tente de l'emmener avec lui, mais n'y parvient pas. En tout cas, pas tout de suite. C'est finalement l'arrivée de Thomas qui contrebalance tout ça. Shiryu et Yoga voyagent dans le passé et également pour échapper à Thomas. Et Shiryu retrouve alors son bon vieux maître.
On a le droit à de belles retrouvailles avec Doko et même à une forme de fanservice à travers leurs 2 tatouages. Mais qu'importe, la scène fonctionne du feu de Dieu. De nouveau en retrait, il faudra attendre le tome 11 pour revoir le sein du dragon mis en avant. Nous avons le droit à une inversion de combat, car il semblait trop évident d'imaginer un Shiryu faisant face à Izo, le saint du Capricorne. Au lieu de cela, il doit affronter l'énigmatique écarlate du Scorpion. Shiryu est d'ailleurs à ce jour le seul bronze à avoir perdu sa clause. Bon courage pour la suite des combats. Alors, ce tome 11 est introspectif sur Shiryu, qui fait un long rêve apaisant où son maître lui souligne qu'il manquait de patience et d'indulgence. On découvre des faits intrigants. Le bâton de son maître renfermait la gemme du dieu dragon Ryujin. Et en choisissant la voie du guerrier plutôt que celle du confort de la famille épanouie et à une mort de vieillesse dans la paix, Shiryu a été reconnu là. Le dieu dragon et la gemme s'est fixée au dos du dragon sur la griffe droite. Nous ne savons pas encore ce que cela impliquera, mais il semble que Kurumada ait fait évoluer le personnage qui aura clairement le rôle de futur chevalier d'or de la balance. Doko lui affirme dans Next Dimension et cette idée est reprise par Okada dans G Assassin ou encore dans Saint Seiya Omega. Dans Saint Seiya Omega, Shiryu a perdu ses 7 sens à cause de Mars et vit en retrait lors de la première partie de la série. Dans la seconde, avant de le remettre en avant, les scénaristes n'hésitent pas à tuer Genbu afin que Shiryu récupère la clause de la balance. On a le droit à des moments plutôt sympathiques avec son fils. Il est néanmoins étrange de voir Shiryu affublé de la clause de la balance alors que Yoga, lui, continue avec sa clause du cygne. Oui, la gestion des clauses dans Saint Seiya Omega, c'était quand même un beau bordel. Shiryu et Yoga en gold et les autres encore en bronze, mouais. Ce qui est surtout intéressant dans Saint Seiya Omega, Next Dimension et Assassin, c'est que Shiryu est le plus équilibré des 5 bronzes saintes. Il a retrouvé un vrai père et modèle en Doko. Et en imaginant perdre ce pilier dans son combat face à Seiya, ceci le déstabilisera et il perdra ses moyens et le combat alors que la victoire semblait accessible pour lui. Doko ne s'y trompera pas et il avait bien fait de continuer à tester la longanimité du personnage. Comme indiqué avant cela. C'est également le seul personnage de la saga qui a une relation saine et claire. L'amour entre Shunrai et Shiryu est palpable et illustré dans le combat contre Deathmask qui tente de la tuer. Cela transforme pour la première fois Shiryu en berserk avec des cheveux plantés en l'air. Manquerait plus qu'il devienne blond pour être un Super Saiyan. Mais bon, au fond on ne le verra jamais ainsi sur un autre combat. Il méritait donc un bel avenir familial paisible à Lushan et amoureux de sa bien-aimée Shunrai. Il a un fils de sang avec Shunrai dans Omega, le jeune Ryuo, prénom hérité d'un héros du clan Fuma de Kojiro, qui a son armure du dragon et la personnalité douce de Shun. Il a une relation assez autoritaire et rigide avec celui-ci, et on le voit tester Ryuo face à un parasite de second rang dans la saison 2, un peu comme Doko le testait sans l'aider face à Deathmask. Dans Next Dimension, il adopte un enfant avec Shunrai, Shoryu, prénom d'un autre héros du clan Fuma de Kojiro. Et dans son long rêve paisible, on voit qu'il rêve d'une longue vie avec plein d'enfants et petits-enfants, mais il choisit de quitter cette vie pour sauver ses amis. Quoi qu'on puisse dire sur Shiryu, il fut un élément important du succès de la série, notamment auprès du public féminin, tant ce personnage représentait la droiture personnifiée. Certes, il ôtait sa précieuse clause, mais ceci jouait en sa faveur et il gagnait en popularité même. Au bilan, un personnage très droit, très loyal, dont le seul défaut est le côté schtroumpfahunette moralisateur, qui peut vite être agaçant, j'en conviens. Alors, ce statut-là sera quelque peu repris, voire exagéré, dans le film 3D, mais au final, il faut bien des défauts au personnage, sinon c'est pas marrant. Alors, effectivement, certes, ce côté a été amplifié dans l'animé, notamment vis-à-vis de Fenrir, mais parfaitement assumé par Masami Kurumada dans le manga. On peut voir dans l'Arcades et Next Dimension Papy Doko charrier gentiment son disciple, lui reprochant son côté trop sérieux, limite chiant. Aujourd'hui, Shiryu est beaucoup plus mis en retrait dans les récentes œuvres. L'auteur semblait avoir fait le tour de ce personnage, mais il a ouvert une nouvelle brèche avec la gemme du dieu du dragon. Alors, que va-t-il en faire? Néanmoins, Masami Kurumada a jusqu'au bout toujours soigné ce personnage, bien qu'il ne soit pas son favori.
et l'anime en fera de même par de très beaux épisodes sur ce personnage. Et je crois qu'encore aujourd'hui, on se souvient tous de son sacrifice face à Shura, peut-être la scène la plus emblématique du personnage. Voilà pour cette longue vidéo autour de Shiryu, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao. Jamais auparavant je n'avais haï mes ennemis comme je te hais maintenant, chevalier. Tu as fait une victime de trop. Et au nom des milliers d'innocents que tu as injustement frappés, moi, chevalier Shiryu du dragon, je te condamne à mort. Et une petite pensée à Marc-François qui nous a quittés trop tôt. Il a incarné beaucoup de personnages dans la série, mais pour moi, Shiryu, c'était son personnage, bien plus que Yoga, mais ça, c'est très subjectif. Il nous a beaucoup marqué, et oui, Marc-François, vous nous manquez beaucoup de là où vous êtes. Rappelons que Marc-François croyait réellement à Saint Seiya. Il pensait vraiment que la série avait quelque chose en plus que les autres n'avaient pas. Il a été l'un des premiers à croire en la série en France, et franchement, ça n'a pas loupé.